Monsieur Crapin, dans ce premier volet, nous allons nous orienter exclusivement sur la période de 1931 à 1950. C'est le début de votre histoire. Vous êtes né à Trêmes et par conséquent, vous avez vu l'évolution de cette commune. Mais avant d'aborder votre histoire qui est très liée justement à ce village, pouvez-vous nous stipuler quelques informations sur votre famille, des frères, des sœurs, et puis nous préciser également la date de votre naissance? Bien, écoutez, je suis obligé de raconter que je suis bardais, disons d'origine, à partir du moment où mes grands-parents étaient fermiers dans la Marne. Et donc, je suis né après, puisque je suis fils de fermier en tant que grand-parent et fils de fermier en tant que parent. Les événements ont voulu que la guerre arrive et que mes parents quittent la ferme. On travaillait ailleurs dans la Seine-et-Marne et ont abouti ici dans l'usine Cégédur, qui s'appelait Cégédur, qui a été Péchinet pendant longtemps. De là, je suis né donc en 1931, ici à Trêmes, dans le moulin qui est pas loin d'ici, c'est-à-dire à 200 de mètres. Et j'y ai commencé à vivre en tant qu'enfant. Et après, quand j'ai terminé l'école, je suis allé dans l'école pour ajusteur mécanicien parce que c'était la fin de la guerre en 1944. C'est-à-dire... Alors justement, pendant cette période, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous avez vécu, vous et vos parents, cette période. Vous étiez enfant, donc comment avez-vous vécu cette période? Est-ce que vous aviez le sentiment que vos parents étaient libres, que vous-même vous étiez libre en tant qu'enfant, et quelles étaient également les préoccupations de vos parents, et quelles étaient également vos préoccupations en tant qu'enfant à cette époque? Ben, je suis allé à l'école de Farboutier. Il y avait une école à Paubeuse, mais étant proche ici, on pouvait aller à Farmoutier. Donc j'ai été à l'école jusqu'à 14 ans pour avoir le certificat d'études. Et à la sortie du certificat d'études, j'ai eu la chance d'avoir une école qui se montait là à l'usine Cégédur. Donc j'ai appris le métier d'ajusteur mécanicien ici pendant 3 ans pour obtenir un CAP d'ajusteur. Avant, pendant que j'étais à l'école de Farmoutier, c'était pendant la guerre de 1940 jusqu'à 1944, quoi. 39 exactement, 44. Là, j'ai été en famille heureuse et malheureusement, à la sortie de la guerre en 44, mon père est décédé d'une grave maladie. Bon, je me souviens de lui parce qu'il était jardinier de l'usine, comme ancien cultivateur. Il était le jardinier du directeur et du sous-directeur pendant la guerre. Quel souvenir justement gardez-vous de cette partie 39-45? Est-ce que vous avez vécu, vous, une enfance entre guillemets normale? Est-ce que vous sentiez par exemple la présence de l'occupation des Allemands ou pas du tout? Et est-ce que vos parents ont également senti cette occupation? Bien, ben là, je vais aborder, disons, un cycle de la guerre de 40, qu'on a fait pendant 5 ans, qui aurait pu être tragique d'ailleurs.
déjà, il y avait au départ ce qu'on appelle la 5e colonne, ceux qui étaient un peu allemands et qui nous ont poussés à faire l'exode. Nous sommes partis en exode avec des gens qui nous entouraient pendant une quinzaine de jours. Nous avons été partis à pied dans des conditions où on partait, on voyait des soldats français qui revenaient un peu loqueteux et qui nous demandaient même à manger. Alors c'était la débandade, ce qu'on appelait ce temps-là. Et nous sommes allés pour aller dans le sud de la France, mais arrivés au pont de Montereau, on nous a empêchés de partir, empêchés de traverser la Seine. Et là, donc, on n'a pas pu passer. Et donc, on s'est réfugié on a été plus loin, et puis on s'est réfugié dans un pavillon. On était avec des gens d'ici. Et on a attendu. Ensuite, on est reparti plus loin pour redescendre à pied, mais on nous a dit, les Allemands qui sont venus par la suite, après des bombardements au-dessus de nous, on n'était pas tranquille. Mais mon père avait fait la guerre avec un voisin et il nous rassurait tout le temps, il nous conseillait. Je me rappelle que la première fois qu'on a couché, on était sous un hangar et dans le milieu de la nuit, à force d'entendre les obus, là, hein, pas les bombes, les obus de canon qui passaient par-dessus mais qui se rapprochaient de plus en plus, mon père a dit « Allez, on s'en va d'ici parce que ça se rapproche » et il a bien fait parce que on n'avait pas fait 1 kilomètre que le hangar il sautait avec les gens dessous. On est parti et là, comme on peut le voir maintenant dans des films qui passent à la télévision, nous, les réfugiés, on était souvent mitraillés par les avions italiens. C'était alors, je me rappelle une fois, on allait traverser, disons, une route qui était bordée de platanes, et les gens, croyant peut-être bien faire, mais se réfugiaient sous ces arbres. Et les avions le savaient bien parce que c'est là où mitraillait mon père m'a dit, avant de partir sous ces arbres, il nous a fait partir à droite dans un petit chemin parce que c'était pourtant découvert, mais au moins on n'a pas été mitraillé parce que les avions le savaient et ils mitraillaient justement là où il y avait les bordures d'arbres. Bon, on est parti à l'aventure, vraiment on ne savait pas trop où on allait aboutir. En tout cas, on est arrivé à un moment donné où il y avait un grand champ avec des vaches qui beuglaient comme tout. Et ma mère, qui était une fermière, disons, elle est rentrée en écartant les barbelés. Et elle a demandé à des femmes qui savaient traire de traire les vaches parce que justement ils beuglaient parce qu'ils avaient envie. Et pendant ce temps-là, où elle trayait, il y a des avions encore italiens qui ont tourné. Et mon père, toujours, a dit attention, ils tournent, ils vont bombarder ou ils vont mitrailler. Et c'est ce qui est arrivé. Nous, on est parti, on s'est allongé dans un fossé le long. Et d'un seul coup, les avions se sont mis à mitrailler.
Et là, ça a été terrible. Les vaches, les pattes en l'air, les femmes, hommes, enfants ont été mitraillés dans ce champ. Alors, C'est vraiment, je le vois quand je vous parle, je le vois ce que je raconte. alors justement, période assez douloureuse et assez crispante. De quoi viviez-vous et est-ce que vous avez, vous ou vos parents, subi une forme de restriction alimentaire? Pendant l'exode, je ne pourrais pas vous dire ce que j'ai mangé. Là, je viens de vous dire qu'ils ont trait, donc on buvait du lait, bien sûr. On y rentrait dans cette maison, on s'est ravitaillé par rapport à ce qu'il y avait dans la maison. Il n'y avait plus cette conscience qu'on était en train de voler. Vous voyez, les gens fouillaient pour pouvoir se ravitailler. On a fait plusieurs maisons. On est même rentré dans une ferme. Et là, dans la ferme, il y avait beaucoup de choses quand même qui, pour répondre à votre question, nous a permis de s'alimenter. Après, c'était dans les derniers temps, on est revenu à pied, une quinzaine de jours. Si, ce que je pourrais dire encore pour continuer le côté où ça a été mitraillé, là, c'est qu'on a été, je me souviens, près de la forêt de Fontainebleau. Et là, on a vu des soldats français qui étaient perchés dans des arbres. On s'est dit, mais ils vont se faire dégommer, entre parenthèses. C'est ce qui est arrivé par la suite. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de revenir à la maison. Alors justement, quand vous êtes revenu du côté de Trêmes, vous avez repris l'école, comment ça s'est passé? Déjà, on est revenu, mon père avait des notions d'allemand un peu, alors il a été voir des Allemands qui nous entouraient, parce qu'on nous a fait revenir une bonne partie de la nuit. Et, ce sont deux Allemands qui nous ont sortis pendant la nuit jusqu'à une zone où c'était moins en danger. Après, on s'est reconnus, donc, enfin, les grandes personnes, pour reprendre la route du retour, quoi. Et quand vous avez pris, donc, quand vous êtes revenu à Trêmes, comment ça s'est passé? Est-ce que bon, vous avez vécu l'exode, vous avez vu des choses assez horribles. Quand vous êtes revenu à Trêmes, comment se passait la vie à Trêmes? Parce que c'était un tout petit hameau, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, comment vous avez vécu justement ce retour de cet exode? À le retour, j'ai vu surtout des gens qui étaient partis à l'exode, qui n'étaient pas encore revenus, qui étaient stationnés le long des routes avec des chariots, pour les enfants. J'ai surtout dans les yeux encore une femme qui berçait un enfant le long de la route et qui venait d'être tué. Cet enfant était mort dans ses bras. Et ça, je l'ai encore dans les yeux. Et après, on a vu toutes sortes de personnes qui étaient là, qui s'en allaient dans un sens ou dans un autre, avec des soldats qui s'en allaient, qui fuyaient un peu, c'est malheureux de le dire, mais qui fuyaient plus vite que ceux qui étaient dans l'exode. Alors nous sommes revenus quand même un beau jour ici, après une quinzaine de jours de partir. Et là, on a rencontré, avant d'arriver dans notre village, ici à Trêmes, un pont qui avait sauté.
Donc, il y avait des gens qui essayaient de faire un passage de bois en bois pour revenir. C'est ce que je me souviens en revenant. Il y avait des gens qui étaient restés là. Qu'ont-ils fait, ces gens-là? Je ne sais pas. En tous les cas, ici, vous voyez, vous pouvez regarder par la fenêtre là devant. Au-delà de la rivière, dans cette île, nous avions une basse-cour, un petit jardin. Parce que là où il y a des arbres, c'était des jardins d'ouvriers. Et il n'y avait plus rien. Plus de poules, plus de jardin, tout était parti. Et mon père, qui était jardinier, comme je vous l'ai dit, avait beaucoup de terrain et faisait du jardin, et il n'y avait plus rien. Alors là est venue, disons, la grande fragilité de nos familles et des familles des autres, où l'alimentation était ce qui a été le plus terrible. Là, Ça a été un moment difficile, cette époque, au niveau alimentaire? on a passé une année très difficile. Très difficile parce que il n'y avait pas à manger. Je me souviens, c'est une parenthèse que je ne voudrais pas raconter, mais j'avais de la famille, une cousine germaine, qui avait mon âge, Morissette, et on se faisait des petites... avec le moulin à café qu'on mettait sur le genou, et on moulait, disons, des grains de blé. Et on faisait une grosse tarte, et on mettait dedans des graines de potiron. Et on mangeait ça. Voilà, c'était à ce qui me concerne. Les parents, je ne sais pas, ils se privaient beaucoup plus pour nous. Alors, on va maintenant retourner un peu sur votre expérience scolaire. Comment se déroulait justement cet enseignement public à votre époque? Les gens essayaient de refaire déjà en priorité du jardin. Mais comme on est arrivé vers le mois fin août, si vous voulez, où les jardins normalement étaient détruits, on arrivait dans la période d'hiver où c'était difficile de s'alimenter. Donc, avec ma mère, qui avait un chariot d'enfants qui ressemblait à là où on pouvait en mettre, on partait à pied, je partais à pied avec elle. On allait à Coulommiers essayer d'avoir des aliments. Les aliments se composaient surtout de navets, de carottes blanches. C'était ça. Et je revenais à pied avec elle. Ouais, j'étais jeune, mais je marchais bien à ce temps-là. Et voilà comment on vivait un petit peu en se débrouillant. Il y avait quand même la solidarité des gens. Les gens n'étaient pas comparés avec ceux d'aujourd'hui. C'était différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe ailleurs, moi, je souhaite de toutes mes forces qu'on reste en paix par rapport à ce que j'ai connu. Et au niveau de votre expérience scolaire, au niveau de l'école, comment ça se passait? Bon, vous avez suivi un cursus. Est-ce qu'il y avait, par exemple, est-ce qu'à votre époque, on portait la blouse? Est-ce qu'il y avait un encrier quand vous étiez à l'école? Quelle était un peu la structure de l'école? Dans l'école, on avait un bon maître d'école, Monsieur Martin, et je faisais en douce, comme mon père et d'autres,
ils étaient un peu résistants. Je ne veux pas rentrer, mais ils étaient résistants. À l'école, il essayait de montrer le bienfait, c'est-à-dire le bon côté de la France, un petit peu en dehors de ce qu'aurait dû être inculqué dans l'école. Il y avait une part obligée qu'il faisait et une part dictée par ce qu'il ressentait. Il a été menacé plusieurs fois. Et à l'école, tout le monde attendait la fin de l'école et surtout la fin de cette guerre. Quand les Allemands nous ont occupés, nous, on n'a pas eu trop la malchance. On avait des soldats allemands qui étaient d'un âge avancé. Donc, on avait des rapports assez normaux avec eux. Il y avait une commandature qui était à Beaupleur, où demeurait ma femme, et il y avait un poste qui était là, à la Bilbaudrie. Dans ce poste à la Bilbaudrie, il y avait ces hommes qui apparemment faisaient la guerre par force. Et on allait se baigner ensemble dans le Morin, dans la rivière où en ce moment-là elle était toute belle. Mais ces gens nous prévenaient quand ils étaient par moments visités par ce qu'on appelait les soldats allemands. Ils nous prévenaient que des SS allaient les visiter et que les jours où ils venaient visiter, ils nous disaient ne venez, restez chez vous. Oui. Donc vous voyez un petit peu la mentalité de certains Allemands qui n'étaient pas vraiment des SS, ils étaient des gens occupants. Et pour pouvoir un petit peu pouvoir de l'argent, il fallait aller biner des betteraves chez des gens qui ont profité un peu de la guerre, il faut le dire. Et moi jeune, j'allais quand même avec mes parents biner les betteraves pour des fermiers. C'était la vie de tous les jours. Et les gens qui travaillaient à l'usine étaient retirés de l'usine pour aller travailler en Allemagne. Donc, les femmes ont remplacé les hommes dans les usines. Je disais tout à l'heure que on avait perdu notre père. Donc, ma mère a été embauchée par priorité à l'usine, a été travailler. Il y avait un restaurant, donc elle était là-bas, elle faisait femme de ménage, disons. Et autrement, les enfants n'avaient pas peur. Je n'ai pas trouvé de la peur de la part des enfants que nous étions. Sauf qu'une fois, parce que mon père, avant de mourir, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Il sortait la nuit, il faisait de la résistance. Je sais pas. Donc, je l'ai su que quand il est mort,
parce qu'il y avait beaucoup de messieurs avec leurs chapeaux qui ont fait des discours au cimetière. C'est tout ce que je sais. Sans ça, c'était... Et une fois, il avait fait installer, on avait anciennement, venant de la ferme, une grande maie qui était dans une pièce. On avait une pièce qui était bien entreposée et il y avait un double fond. Et moi, j'étais curieux, donc j'ai pu voir dans ce double fond. Dessus, il y avait toutes sortes de choses, des aliments surtout, des choux, des trucs comme ça qui camouflaient. Et il avait fait installer, il y avait 3 sapins, un fil qui reliait, pour moi c'était une espèce de poste à galène, mais amélioré par un électricien. Ils avaient fait ça ensemble, mais il correspondait, on se retirait de 2 pièces pour ne pas voir, pour ne pas entendre. On était ignorant. Ce que je sais, c'est par curiosité. Et un jour, parce qu'il y avait, vous l'avez vu sans doute à la télé, des espèces de camions qui circulaient de temps en temps pour voir s'il y avait des postes qui enregistraient. Et je me doute, j'en suis pas sûr, je me doute qu'il avait été repéré. Et un jour est venu devant le moulin actuel, là, devant la pharmacie exactement, parce que la rivière passait devant, c'était communal. Et là est débarqué 5 à 6 motards avec un commande-car dont le commandant, avec sa grande casquette, et son pantalon rouge, là, se sont mis devant, installés. Mon frère, qui était tout jeune, on s'est mis à la fenêtre, il regardait. Et là, les Allemands nous ont mis en joue. Ils ont mis en joue de notre côté, en disant résistants, on les appelait, et ils ont fait tout un baratin. Ma mère, qui était derrière, nous a dit « Baissez-vous !» Et elle est partie de l'autre côté. Elle a acheté. On était tout au bord de la rivière. Il y avait juste 1 mètre pour pouvoir passer à pied. Heureusement, parce que ils n'ont pas osé, les Allemands, passer. Ils ne pouvaient pas aller avec leurs engins. Et là, ils sont montés dans les logements. Ma mère a acheté, il y avait des armes. Moi, j'ai vu qu'un revolver, mais je n'ai pas vu les autres. Elle a acheté, ils sont rentrés comme ça dans des logements. Il y en avait 4. On était de l'escalier. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu et ils n'ont pas osé aller derrière. Donc ils n'ont pas vu le fil entre les sapins. Ça nous a sauvés. Moi je pense que c'est ça qui nous a sauvés. Et ils sont repartis après en menaçant bien sûr. Mais là, ma mère a eu beaucoup plus peur que nous. Nous enfants, on ne réalisait pas tellement. On ne réalisait pas. Après, on arrive à la libération en 1945. Est-ce que, à ce moment-là, je suppose que vous avez dû ressentir un changement, une forme de liberté. Comment vous pourriez définir ces changements? Alors, comme
beau-père écoutait beaucoup la radio, évidemment, et surtout des messages. Il y avait beaucoup de messages incompréhensibles pour nous, et des petits messages. Je ne sais pas si ça avait un rapport avec ces départs, je ne sais pas. Quelque chose que je n'ai jamais su exactement. Quand on a suivi déjà à la radio le débarquement, évidemment, qu'on nous racontait ou qu'on écoutait, quand même. Là, c'était un grand espoir, mais quand même, il faudrait quand même un peu insister sur les bombardements qu'il y a eu. On entendait quand même beaucoup les bombardements qui étaient surtout dans la périphérie de Paris. Par exemple, je vais citer la gare de Vers-sur-Marne, qui a été beaucoup bombardée. Donc on sentait que là, il y avait un affolement de la part des Allemands. Et tout de suite après, il y a eu ce débarquement, qu'on a très bien suivi, cet espoir qui est redonné, qu'on a vu, qu'on a senti surtout, chez tous les Français. Il y a eu cette chanson d'abord qui est venue, si je me souviens. On a suivi l'avancement avec en même temps des maquisards qui se disaient des maquisards, dont quelques-uns ont été tués parce qu'ils allaient un petit peu contre les Allemands imprudemment. Ils partaient dans une voiture, par exemple, les anciennes voitures Citroën, sur les bords en se tenant. Il y avait quelques Allemands planqués dans des petits bois et les Allemands les attendaient. Il y en a qui se sont fait tuer. Surtout, c'est que on attendait impatiemment justement les Américains. Les Américains qui sont arrivés en motard déjà par des éclaireurs. Et instinctivement, déjà on a vu partir les Allemands un peu de bric et de broc dans des voitures plus ou moins vieilles, plus ou moins sabotées quand même par des Français, et qui prenaient cette route-là vers le camp d'aviation qui était évidemment par les Allemands, et qui partaient, je vais dire un mot cru, mais comme des chasseurs, des Allemands qui s'en allaient, partaient vraiment en sachant qu'ils allaient subir vraiment la revanche. Est arrivé quand même, il y avait un groupe qui était parti de l'autre côté du pont de Trême, et là on a attendu un peu, et la première moto, Sidecar, qui est arrivée, c'était des Américains, ça arrête. Et là, il y avait la boulangère, qui est venue avec une grande tarte. Et les Allemands et les Américains, les deux, ont accepté, pleuraient, les Américains pleuraient. Parce qu'ils nous voyaient vraiment, on les a accueillis avec beaucoup de joie,
vraiment, c'était un moment. Des gens comme des ressuscités, des gens qui reprenaient une autre vie. Et ces deux Américains, je les vois encore, qui pleuraient de joie, de nous voir sans doute. Ils étaient très marqués, les Américains. Après, venus d'autres, c'était pas pareil. Ils se sont installés vers l'usine par là. Alors là, il y avait devant ces éclaireurs une partie de l'armée qui était des... Il y avait beaucoup de Noirs américains. Et les commandants, pas les chefs des Américains, nous empêchaient de trop les approcher. Pourquoi? Il y avait, sans pouvoir le prouver, mais des Américains qui ont été libérés de leur prison ou en Amérique, qui ont choisi d'aller soldats américains pour recouvrer une liberté qui était menacée, évidemment, puisqu'ils faisaient la guerre, mais c'était donnant-donnant. Et donc, il y avait cette partie américaine qui était dans les avant-gardes. Ils étaient dans les avant-gardes. Voilà le côté du début de la libération.